Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 24 mai 2022 et c'est l'épisode 277. Apple diffuse une nouvelle fois une publicité qui vante les talents de la marque à la pomme pour protéger vos données envers et contre tout et surtout contre les vilains publicitaires qui les revendent au plus offrant. Et ça a inspiré Guillaume Podgiastala qui s'est penché un petit peu plus sur un petit peu l'état du marché. On va vous parler de ce sujet, mais on va vous parler un peu aussi de modération, de gestion des plateformes, de sécurité. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui, je pense qu'on peut le dire, qui était l'actualité tech, ce que Tom Cruise est au pilotage des avions de chasse. Votre chroniqueur chouchou, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Podgiastala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, je ne recule devant aucun risque ni aucune cascade. Et effectivement... Et là, j'enregistre sans aucun filet. Oh d'accord, c'est beau, bravo. D'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas lancé l'enregistrement en backup sur Skype. Vraiment aucun filet. Donc vraiment aucun filet. Au passage quand même, avant qu'on parle de tech, en bonne et due forme, je dois vous rappeler que tous les épisodes du podcast Tech Café sont accessibles gratuitement, mais que vous pourriez tout aussi bien choisir de faire comme celles et ceux qui soutiennent Tech Café sur Patreon en participant à la hauteur de ce que vous pouvez en fait, et surtout de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de soutenir financièrement Tech Café. Le podcast, comme je vous dis, restera accessible pour toujours, sans financement. Mais après tout, si vous voulez aussi soutenir notre travail, ça représente à peu près, par défaut, le prix d'une bière chaque mois pour rémunérer le temps qu'on passe à préparer l'émission, à vous la mettre à disposition, à vous l'encapsuler comme on sait si bien le faire. Il suffit pour cela de vous créer un compte en allant à l'adresse patreon.com/techcafé. Et puis, vous profiterez même en échange du podcast sans la pub. Donc, si jamais vous êtes convaincu par le contenu qu'on vous diffuse chaque semaine, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et bien entendu aussi, on est toujours très 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 preneur de vos retours, qu'il s'agisse des retours sur techcafé.fr dans les commentaires des épisodes ou même sur les plateformes de podcast comme par exemple Apple Podcast ou Podcast Addict. Figure-toi Guillaume qu'on a un avis un peu nuancé quand même qui nous a été apporté sur Podcast Addict ces derniers jours. C'est El Kishioni qui a mis simplement 3 étoiles. Alors c'est rare qu'on ait des 3 étoiles, ça va. Soit on nous déteste et on nous met 1 étoile, soit on nous adore, et vous êtes nombreux évidemment à nous mettre 5 étoiles, mais là El Kishi nous a mis que 3 étoiles, et il a dit bof, trop politisé, les rois de la liberté de l'expression à géométrie variable. Alors je suis un peu embêté parce que du coup je vois pas trop à quoi ça fait référence, mais écoute, en tout cas on prend tous les retours, n'hésite pas à l'étoffer, n'hésite pas à nous envoyer un message. C'est vrai que trop politisé, je comprendrais, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lois, de politique assez souvent. Je comprends que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde, d'ailleurs moi-même c'est pas forcément mes sujets favoris, on ne dirait pas comme ça, mais bon c'est vrai que c'est plutôt l'actu qui nous les impose qu'autre chose, mais par contre c'est vrai que pour le coup la liberté d'expression, c'est vrai que je comprends pas des masses, étant donné qu'on est, on est un podcast, on n'est pas une plateforme, donc je vois pas très bien, pas trop ce qu'il veut dire. Je pense que c'est les positions qu'on tient probablement dans le podcast, oui, en disant qu'on est plutôt, on va pas se le cacher, pour une forme de modération des contenus. Donc, bon, écoute, je sais pas, mais franchement, on est 3 étoiles, alors c'est quand même pas si mal. C'est déjà bien, en fait, pour en avoir moins. Et on serait très preneur, en tout cas, peut-être d'avoir plus d'infos. Donc, n'hésite pas surtout à nous contacter. On est très preneur d'autres retours. Et puis, politiser, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a passé un petit peu l'époque où on parlait systématiquement des smartphones, des tablettes, de trucs comme ça. Et on parle beaucoup plus maintenant de tout ce qui tourne autour des plateformes, justement, de notre approche et des impacts de la vie et de la société pour la tech. Écoute, c'est un petit peu notre partie pris. Je crois que vous êtes en tout cas nombreux à apprécier et surtout continuez à nous le faire savoir. Sans autre forme de procès, je le disais en intro, Guillaume, ce qui t'a inspiré dans la préparation de cet épisode, ce par quoi tu voulais initier toute cette série de news de la semaine, c'est la publicité d'Apple, la dernière. Et on sait, les publicités d'Apple maintenant sont toujours un petit peu tournées sous une forme d'humour et en tout cas de représentation de la gestion des données à caractère personnel. Et ça t'a inspiré. Ouais, c'est vrai que la vie privée, c'est devenu le cheval de bataille d'Apple, c'est devenu un argument marketing aussi, évidemment. Et c'est éclatant avec cette pub d'1 minute 30 quand même, qui est vraiment centrée là-dessus.
Et qui est très bien faite. Hein. Alors, bah, évidemment, elle a les travers de ce genre d'exercice, hein, de se convaincre en 1 minute 30, tu vois. Bon. C'est dur. Évidemment, c'est dur. Alors bon, rapidement, c'est quoi ? Elle montre une jeune fille cool. Et une jeune fille cool, en 2022, elle achète des vinyles, bien entendu, à écouter sur son iPhone. C'est fou. Et elle remarque une porte avec un panneau « Enchères sur la données d'Ellie ». Parce qu'Ellie, c'est son petit nom. Et donc, elle entre et elle constate que ses emails, ses achats au drugstore, sa géolocalisation... Voilà, ses contacts, son historique de navigation, ses textos, toute sa vie privée est mise aux enchères, et ça part bien d'ailleurs, hein, ça part pas mal. Et bon, elle est choquée et déçue, mais heureusement, elle a un iPhone. Et donc elle active immédiatement le Do Not Track, et d'un seul coup, tous les méchants se vaporisent, voilà, les acheteurs comme les vendeurs, merci Apple. Bon, si seulement c'était comme ça, disons que c'est un petit peu exagéré, malheureusement, l'efficacité de la fonction Do Not Track, dont les résultats sont en fait plus mitigés. On en avait parlé d'ailleurs dans le 272. On y relayait une étude qui constatait que malheureusement non, le tracking n'est pas toujours atomisé magiquement comme ça. Mais bon, la pub est marrante, elle a un vrai côté pédagogique, elle illustre tout ça de manière limpide, même si ça va un peu vite, hein. Par exemple, ça peut faire penser que les annonceurs achètent le contenu des emails et qu'ils pourraient le lire s'ils le voulaient. En général, c'est pas le cas du tout. Personne, c'est Google par exemple, de lire vos emails Gmail. Ils sont scannés par des algos pour glaner des infos de ciblage, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, hormis les approximations et la promo évidemment un peu rapide, inhérente à ce genre d'exercice, la pub a le mérite d'évoquer plein de choses qui vont peut-être pas de soi pour tout le monde finalement, parce que voilà, déjà il y a une masse énorme et très diverse de données très personnelles qui sur vous, qui sont enregistrées en permanence. Ces données sont transmises soit directement à des boîtes comme Google ou Facebook, soit à des courtiers en données qui les revendent eux-mêmes. Ça, c'est plus aux États-Unis que ça se passe. Les boîtes récupèrent tout ça, les analysent, ça en tire un profil statistique précis, très précis même, qu'ils monétisent via des bourses aux pubs, qui fonctionnent sur un modèle d'enchère. Et ce commerce de données est omniprésent, il concerne tout le monde, tout le temps. Alors ça peut paraître très classique après la nourriture comme ça, mais savoir ce qui se passe dans ce milieu et comment réguler qui fait quoi, en fait, c'est toujours un sujet qui est parfaitement actuel. Alors, quand je dis que c'est omniprésent, tu t'imagines bien que j'ai un truc derrière, j'ai un chiffre derrière. Oui. Quel est ce chiffre, Guillaume ? Et oui, parce que voilà, il est omniprésent, il concerne chaque internaute plusieurs centaines de fois par jour, en fait. Parce que la semaine dernière, il y a le Council on Civil Liberties irlandais qui pondait un rapport exactement sur ce sujet, plus particulièrement donc sur les enchères temps réel, sur l'espace publicitaire. Donc rappelons que quand tu vas sur un site web, un site qui propose de la pub, donc c'est-à-dire virtuellement tous les sites web, faut pas se leurrer. Donc quand tu atterris sur la page, le site va t'afficher une pub. Ok, mais tout l'enjeu c'est de savoir laquelle. Parce qu'afficher les mêmes pubs à tout le monde, c'est bon pour les trucs en papier, mais sur un site web, évidemment, les pubs sont personnalisées selon ton profil. Profil qui a été créé à partir des données glanées, alors partout, à travers tes habitudes dans le navigateur, le téléphone, l'assistant personnel, peut-être bientôt les voitures, ce que tu veux. Et donc tout ça a été compilé avec amour par Google par exemple, ou Meta, ou Microsoft, qui possède désormais un réseau pub qui s'appelle Xandr, qu'il a acheté l'an dernier. Et donc chaque espace pub d'une page web est donc différent pour chaque utilisateur, parce que voilà, le cerveau qui est devant est à chaque fois différent. Chaque espace particulier, il est mis aux enchères pour les annonceurs qui achètent non seulement l'espace de pub physique sur la page, mais surtout le gens qui est devant, le profil du gens qui est devant. Donc, si en moyenne, tu as cherché de la lessive ou des jouets ou un voyage avant, tu n'auras pas nécessairement la même publicité selon les sites que tu as navigués avant. Ah bah selon que tu es un homme ou une femme, selon que ton niveau de revenu, selon ton ethnicité. Alors son ethnicité, ça c'est plus c'est moins évident, mais bon, selon effectivement que voilà, t'as recherché, selon que c'est la fête des mères, selon que t'as recherché des trucs, des fleurs avant, oui, effectivement, il y a plein de choses. Et bon, en moyenne, les Irlandais estiment que tout ce bazar, donc ces enchères comme ça en temps réel, chaque fois que tu te logs sur une page truc, ces enchères arrivent 376 fois par jour pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est en Europe, puisqu'aux États-Unis, c'est 747 fois par jour. Ah, ça double. Et c'est évidemment pas lié, je sais pas, à une différence de temps passé à surfer sur Internet. Ça a l'air lié au RGPD, en fait. Ça a l'air lié que j'ai l'impression que apparemment, en Europe, ils sont un petit peu plus frileux à cause des régulations qui sont, disons, beaucoup plus regardantes qu'aux États-Unis. Mais bon, chaque année, c'est quand même donc 178 000 milliards d'enchères publicitaires qui sont effectuées rien que pour ces deux zones géographiques. Donc imagine le nombre d'enchères au niveau mondial, parce qu'après il faut rajouter la Chine, l'Amérique latine, l'Inde, le Japon, bref, bon. Donc, ton profil, issu de tes données personnelles, transite des centaines de fois par jour, et génère un marché de 117 milliards de dollars rien que pour les enchères en temps réel, en fait.
Alors, le plus gros acteur, c'est Google là, dans ce truc-là, évidemment, qui offre ses enchères à 4698 compagnies, d'après ce qu'ils disent les Irlandais. Xandr est pas loin derrière, d'ailleurs. Hein. Il y a quand même une grosse régie que s'est payé Microsoft. Puis après, il y a aussi des poids lourds qui sont carrément absents du rapport, comme Meta ou Amazon. Donc, toute la pub en ligne repose là-dessus. Et pourtant, la question de savoir si c'est légal, elle est toujours pas vraiment bien tranchée. Pour le council irlandais, là, c'est pas le cas, en fait. Comme pour, d'ailleurs, Nader Heinen, qui est chercheur en sécurité des données chez Gartner, et lui qui dit, l'argument des plateformes, c'est que ça rentre dans une clause d'un usage légitime, tous ces échanges de données. Voilà. Donc, le RGPD a une clause d'usage légitime. Que les données ont un intérêt légitime pour le business qui les prend. Donc, cet argument, c'est le point de vue de Google, c'est que les données permettent de servir de la pub sur des trucs qui t'intéressent, ou de fournir des services personnalisés, et donc c'est une valeur ajoutée. Donc l'intérêt pour ces données de Google est légitime. Mais ça, en fait, c'est loin de faire consensus. Parce que déjà, les Anglais ont attaqué Google et d'autres en 2019 sur les enchères en temps réel, et les Belges ont conclu cette année que c'était pas compatible avec le RGPD. Donc c'est quand même dingue, ça marche comme ça partout depuis des années, et il n'est pas du tout exclu que les achats en temps réel soient inquiétés prochainement. Qu'elles soient plus cadrées, interdites, bon, c'est peu probable, mais enfin, on ne sait pas. C'est pas gagné en fait. Néanmoins, bon, ça évolue petit à petit, puisque déjà il y a l'abandon des cookies qui va dans ce sens aussi, enfin qui va dans le sens de plus de vie privée, dans le sens d'une meilleure prise en compte de tout ça. Après, bon, comme le souligne Heinen, il faut pas oublier non plus que la pub sur Internet paye en fait tout le contenu gratuit. Et il paye beaucoup, parce que c'est un marché, la pub en ligne, c'est un marché de 500 milliards de dollars quand même, hein. Donc voilà, 500 milliards de dollars, il faut rester vigilant sur les données, hein, je dis pas le contraire. Mais il faut quand même être conscient que sans ciblage, la valeur de la pub en ligne baisse drastiquement, et que les retombées pour tous les maillons de la chaîne, jusqu'aux petits sites, jusqu'à nous même, enfin nous c'est un peu différent bien entendu, puisque bon ça n'a pas vraiment des trucs ciblés comme ça, mais c'est vrai que énormément de sites utilisent ça, et voilà, tous les maillons de la chaîne, voilà, il y aura beaucoup moins d'argent sur tous les maillons, quoi. Donc c'est quand même un problème délicat. Ouais, c'est un problème délicat et ça s'est installé de fait. Hein. Je pense que le temps qu'ont mis les différents régulateurs à vraiment s'emparer de ce sujet et des nombreux autres sujets qu'on aborde dans Tech Café est assez révélateur d'à quel point les choses ont dû s'installer. Et maintenant, ça paraît presque ubuesque d'être amené à devoir intervenir en matière de régulation là-dessus. Le RGPD a été quand même plutôt, j'ai l'impression, globalement bien accueilli. Puis j'ai l'impression, si j'en suis les chiffres que tu nous donnes, que finalement, il a eu une forme d'efficacité, même s'il n'a pas une garantie à 100%, mais en tout cas, il a contribué à réduire. Et j'ai quand même l'impression que c'est aussi pris en exemple, on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, que les États-Unis notamment aimeraient bien s'appuyer, reproduire cet exemple du RGPD. Je ne sais pas s'ils s'en donnent les moyens en fait à ce jour, mais c'est sans doute pas si simple non plus, j'en sais rien. En tout cas, il y a un truc sur lequel on peut s'attarder un petit peu, c'est que tu as pris le temps aussi de consulter des relais d'un dispositif qui est assez détonnant. C'est que bon, on est acquis maintenant sur le fait que quand on envoie les données d'un formulaire, le site recueille les données, et tu te dis que tant que tu n'appuies pas sur valider, Guillaume, les informations ne partent pas auprès du site internet, n'est-ce pas ? Évidemment. Évidemment. Après, oui, c'est vrai que ça peut aller très loin, la collecte d'informations toujours plus perso et précise. Donc, c'est les chercheurs de l'université de Leuven et de Radboud. Radboud, c'est aux Pays-Bas, et de Lausanne. Bon, donc, ça va, c'est en Suisse. Radboud. C'est vrai. Je connaissais pas du tout, franchement. Bon, en tout cas, ils ont analysé les 100 000 sites les plus visités du monde pour voir ce qu'ils faisaient quand tu remplissais un formulaire en ligne. Et là, surprise, des milliers de sites récupèrent ton adresse email avant même que tu la soumettes. Je veux dire que, voilà, ce que vous tapez est envoyé en temps réel, et même si vous cliquez sur aucun bouton, l'adresse elle est déjà envoyée au serveur. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça peut dépendre si vous habitez là encore aux US ou en Europe. À peu près 2000 sites font ça pour nous, contre près de 3000 pour les Américains. Donc, on a encore une disparité qui probablement est en rapport avec les régulations qui sont en vigueur ici et là. Alors, il y a même certains sites qui font ça pour les mots de passe. Là, ça s'appelle carrément ce qu'on appelle un keylogger. C'est-à-dire, un keylogger, c'est une forme de malware qui log les touches, hein, c'est-à-dire qui log les touches du clavier, ça enregistre toutes les frappes clavier, quelles qu'elles soient. C'est pas très catholique, hein, d'ailleurs, tout ça. Et les 52 occurrences de ces pratiques sur les mots de passe ont cessé. Quand on les a fait remarquer, il y a des sites comme Yandex, quand même, hein, qui est quand même énorme, qui le faisaient, mais il le faisait via une boîte d'analyse tierce. Donc c'est en fait une autre. Si je dis pas de bêtises, Yandex. Tout à fait, ouais, tout à fait.
Et effectivement, bon, il le faisait, mais il le faisait pas lui-même, il le faisait via un tiers. Donc, ils implémentaient pas eux-mêmes le keylogger. Mais bon, sur le site de l'université de Leuven, donc, vous avez des vidéos, en fait. Alors, c'est des sites comme Fox News, GitLab, McAfee, Udemy, WebMD, F-Line, donc il y a énormément de sites très populaires où on voit bien ce qui part tout seul, en fait. Et c'est très, 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 très visible, quoi. Et il y a même des sites qui envoient à Facebook et TikTok les hashes de votre adresse email, même si tu n'appuies pas sur envoyer, si tu demandes, d'ailleurs, ils demandent jamais le consentement de rien. C'est le cas d'ailleurs sur le site de The Independent, sur le site d'UPS, sur le site d'Oreo. Donc là encore, il y a des vidéos, Et en fait, ça fait partie du pistage Facebook et TikTok. Ça fait partie de leur pixel de pistage, précisément. Donc, du coup, voilà, on peut parler de ça. C'est un pixel espion, un pixel de pistage. C'est un traceur qui est vraiment très classique. Ça prend la forme d'un fichier graphique, d'une image entre guillemets, qu'on n'affiche pas en fait, et qui souvent fait juste un pixel parce que voilà, il faut que ce soit le plus léger possible, parce qu'il faut pas ralentir la navigation. Donc, on l'affiche pas. Mais quand une page se charge sur le PC, le pixel est demandé au serveur de TikTok ou de Facebook, et donc c'est un signal. Donc la demande informe Facebook, par exemple, que la page a été chargée, donc que telle page a été chargée, qu'un email a été lu, ou même, via du JavaScript, qu'un truc spécifique s'est passé. Donc on peut aussi rajouter des paramètres à la requête, et bien sûr utiliser des pixels différents pour diverses pages, divers événements, combiner ça à des cookies, etc. Et donc ça donne un service de tracking qui est relativement efficace. Et bon, donc plus généralement, voilà, un pixel TikTok, c'est un petit bout de code qui est en fait un outil fourni par TikTok pour tracer les visiteurs. Et parmi les services offerts, il y a aussi, manifestement, récupérer l'empreinte, donc le hash, l'empreinte de l'adresse email, avant même que vous finissiez d'écrire. Et cette fixette sur l'adresse email, en fait, elle est très compréhensible et très, voilà, elle est très à la mode, c'est normal, parce que ton adresse email, c'est une constante de ton identité. C'est quelque chose qui est global. Ça permet de te suivre de manière fiable, toi-même, de site en site et de machine en machine. C'est un identifiant statique. Et les identifiants statiques sont d'une valeur inestimable parce que les cookies sont en voie de disparition. Donc les gens veulent basculer sur des choses comme ça, sur des identifiants statiques. Donc c'est pas ton adresse directement qui est utilisée, c'est le hash, mais c'est un petit peu la même chose. Donc si ça vous interpelle, voilà, les chercheurs mettent à disposition sur leur site un plugin pour Firefox, donc, qui détecte les formulaires qui ont des fuites un petit peu comme ça. Ouais, dans le cas des mots de passe, j'arrive vraiment pas à comprendre quelle est la motivation derrière en fait. Outre quelque chose de parfaitement malveillant, tu vois, mais de ce que je comprenais du relais que tu nous faisais, c'était une implémentation du service source, quoi. C'est pas une attaque, tu vois, c'est pas un piratage. Enfin, en tout cas, c'est injustifiable. C'est pas un tiers, tu vois. C'est injustifiable. Mais au-delà d'être injustifiable, quel est leur intérêt ? C'est ça qui me dépasse en fait. C'est que l'intérêt de base, si tu veux, c'est que si tu logs les trucs clavier, tu as le mot de passe en clair. Oui, mais du coup pour le service, j'ai du mal à comprendre quelle est la volonté. Alors c'est clair, non mais c'est pas justifiable en fait. Je vois pas pourquoi ils font ça. Ça a pas de sens. Bon, vous le saurez un petit peu mieux. Peut-être que vous y penserez quand vous irez remplir des formulaires en plus. Moi, on comprend d'autant mieux l'intérêt que peut avoir Apple. Et moi, j'aime bien ce type de service où ils mettent en avant le fait que tu peux utiliser un email de redirection. Alors, pas parce que c'est Apple, ça pourrait être n'importe quel service. Je trouverais ça très chouette. Après, il faut évidemment avoir confiance dans le service qui vous le propose. Moi, je trouve que ça fait partie des services qui sont plutôt cool. Mais en tout cas, peut-être un bon réflexe que doivent avoir, on va voir s'il est si bon que ça, un bon réflexe que doit avoir pas mal de nos auditeurs, Guillaume, face à ces comportements-là, en fonction de ce qu'ils veulent faire, en fonction du niveau de sécurité qu'ils veulent, c'est peut-être d'activer le mode navigation privée, le mode incognito de Chrome. Tu sais, Guillaume, celui qu'on lance, où on voit que le petit bonhomme avec son chapeau et ses lunettes nous montre que ça y est, on ne pourra pas nous reconnaître. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ça, par exemple ? Oui, tu veux parler du porn mode, bien sûr. Oui, écoute. Je n'osais pas le dire. Évidemment. Non, mais bon, il y a pas que ça. Je veux dire, tu peux aussi. Enfin, il y a mille et une raisons d'utiliser le mode incognito, mais justement, ce mode incognito, il est dans le collimateur du procureur général du Texas. Alors, le Texas, the Lone Star State, comme l'appellent les natifs d'Amérique du Nord qui ont un chapeau de cow-boy, rapport au son drapeau, tout simplement, qui a une seule étoile. C'est un état qui va être de plus en plus présent, je sens, dans le podcast, parce que déjà, il y a de nombreuses boîtes tech qui ont déménagé, et en plus, c'est un état très républicain, avec pas mal de vedettes au pouvoir, donc on est sûr de jamais s'ennuyer. On va le voir dans la section suivante, d'ailleurs. Et bon, pour ce qui concerne le sujet de la vie privée, donc ce procureur général, il s'attaque au mode incognito de Google, qui ne serait pas vraiment incognito, et qui induit les gens
en erreur et leur procure un faux sentiment de sécurité. Alors, évidemment, Google s'en défend. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a raison, le procureur texan, de dire que l'appellation incognito est fallacieuse, puisque c'est vraiment ça qu'il dit. En fait, c'est une question qui est plus intéressante que ça en a l'air. Parce que, plus que les caractéristiques techniques... Non, mais c'est vrai que ça a l'air complètement débile, je sais, mais... Enfin, je veux dire, ça dépend du niveau... Justement, ça dépend du niveau technique des gens auxquels on s'adresse, en fait. Plus que les caractéristiques du mode de navigation, ça dépend de ce qu'on en attend, de ce dont les gens pensent bénéficier en l'utilisant. Alors ok, si on s'y connaît et qu'on lit attentivement qu'on lit attentivement la documentation, on sait ce que Google fait ou ne fait pas dans ce mode. On sait par exemple qu'il ne change pas l'IP, on sait qu'un site de téléchargement ou un paywall n'est en général pas dupe du mode incognito, donc il a quand même des moyens de t'identifier. Et puis, on sait aussi qu'il fait rien de fabuleux, qu'il chiffre pas ce qui est en clair, le pistage continu, ni les cookies ni l'historique ne sont sauvegardés quand on sort du mode. Par contre, si tu te logs sur un site, les pixels vont vous suivre quand même, de toute façon. Quant à l'historique, si t'es motivé sur un disque dur avec des logiciels sophistiqués, tu peux récupérer plein de trucs après coup, même si ça a été éliminé. Donc en gros, on sait bien que le mode incognito ne remplace pas un VPN ou Tor, mais peut-être que les auditeurs de Tech Café sont parfaitement conscients de ça, qu'il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'il en est du grand public en fait? Qu'est-ce que ça évoque le mot incognito pour le grand public? Alors, y a des chercheurs de Chicago et de Hanovre qui se sont penchés sur la question en 2018. Et donc, premièrement, 56% des gens interrogés pensent que Google ne peut pas enregistrer leur recherche Google quand ils sont logués avec leur compte Google. Certains pensent que le mode privé peut éliminer les infos après coup, a posteriori, rétroactivement. Une petite moitié pense que les signés ne sont pas sauvegardés, 40% que le navigateur ne peut plus communiquer leur position géographique, 25% que leur IP est inaccessible au site, 22% pensent que les FAI ne peuvent pas les suivre, ne peuvent pas suivre ce qui se passe, 37% pensent que leur employeur ne peut pas savoir ce qui se passe. Très dangereux de regarder du porno bureau, même un mode incognito. Très très dangereux. 27% pensent que le mode incognito offre plus de protection contre les malwares, ce qui est, comme le reste, malheureusement faux. Et il y avait aussi d'ailleurs un petit peu le contraire, où parfois les participants sous-estiment un peu le mode privé, parce que par exemple la moitié pensait que la liste des fichiers téléchargés contenait restait même en mode privé, alors que c'est pas le cas, le fichier téléchargé il reste, mais l'historique des fichiers téléchargés elle est purgée. Donc sous ce prisme finalement, on peut dire que le terme incognito peut induire un faux sentiment de sécurité, puisque les gens peuvent effectivement penser que ça fait plus de trucs. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on s'en prend à lui. En 2020 déjà Google s'était pris un procès là-dessus. Et en fait, c'est juste un problème de terminologie, sans doute. Les modes de navigation privés sont peut-être pas aussi privés que le nom le laisse supposer. Bon, après, c'est juste important d'être conscient, et puis c'est tout, quoi. Ouais, quand on l'active, c'est déjà un petit peu explicite sur certains aspects. Les informations suivantes sont pas enregistrées dans Chrome, l'historique, les cookies et données des sites, les informations saisies dans le formulaire. Mais votre activité peut rester visible par les sites web que vous consultez, votre employeur, votre établissement scolaire ou votre fournisseur d'accès Internet. Et c'est vrai que tu as raison de souligner que probablement que pour nous, amoureux de la tech et parmi les auditeurs de Tech Café, l'information est évidente. Quoique, mais je pense effectivement que pour une grande partie du grand public, il y a peut-être un abus et le fait d'appeler ça navigation privée, encore une fois, d'avoir cette symbolique du petit bonhomme avec son chapeau et ses lunettes, je pense que ça participe effectivement à imaginer qu'on est mieux protégé. C'est aussi notre rôle justement d'amoureux de la tech et de passionnés aussi de partager cette information au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à relayer l'info autour de vous, de toute façon. On va conclure cette rubrique. Guillaume, tu voudrais nous reparler une fois plus de ton meilleur ami? Bien, un dernier mot sur le sujet toujours brûlant des données personnelles avec une nouvelle toute fraîche que vous avez sans doute vu passer un peu partout. Racine attaque directement Mark Zuckerberg dans l'affaire Cambridge Analytica. Alors Racine, c'est pas notre dramaturge national adoré, bien sûr, que tous les collégiens du pays en sont fans, bien sûr. Non, c'est Karl Racine, le procureur général de Washington, enfin de DC, mais pas les comics de Washington DC. Et donc oui, Cambridge Analytica, encore et toujours ce scandale de 2018, n'en finit pas. Je le rappelle rapidement, qui s'apportait sur une fuite de données personnelles de 87 millions de personnes. Données qui ont ensuite été utilisées à des fins politiques, pour pousser le vote sur le Brexit en particulier.
Rien que ça, quand même. Et bon, en 2019, Facebook a été condamné à 5 milliards d'amendes par la FTC, c'est-à-dire par les autorités fédérales, mais du coup, c'est pas terminé. L'affaire est toujours en cours, parce que Washington DC a aussi attaqué Facebook il y a 3 ans. Donc l'État a attaqué Facebook aussi. C'est un procès qui a amené d'ailleurs une masse monstrueuse de documentation, dans lequel Mark Zuckerberg semble être suffisamment mis en cause pour être attaqué personnellement. Et du coup, poum, on remet son mal dans la machine. Donc là, c'est même plus Meta, c'est l'homme, Mark Zuckerberg, qui est attaqué pour avoir personnellement contribué à la politique laxiste de gestion de données perso de l'époque. Son procédurier, c'est américain, ça finit jamais, c'est terrible. Donc on peut vraiment se demander, quoi, et quoi, votre courroux n'a-t-il pas eu son cours? Peut-on haïr sans cesse et punir-t-on toujours? Écoute, on verra ce que ça donne, on va le suivre avec intérêt évidemment, et on va voir comment se déroule cette attaque. Je suis sûr et certain qu'on aura encore plein de choses à en relayer dans Tech Café. Quelque part, ça nous fait un peu du contenu, donc on peut en être ravi, même si évidemment à la base personne n'aime le fait que ce genre de situation n'arrive évidemment. Allez, on va changer de rubrique. Tu nous parlais justement de Lone Star comme étant l'emblème du Texas, dont on va continuer à parler. Et justement, Guillaume, on va en reparler au regard des réseaux sociaux. Les lois justement au Texas concernant les réseaux sociaux qui pourraient causer, tenez-vous bien, le chaos en ligne. Il va falloir se préparer. Ouais, bon, mais c'est un peu le chaos tout court en fait, parce que bon. Depuis que Trump est parti, c'est vrai qu'on a l'impression que la situation aux US est un peu apaisée, tu vois. Le pays est plus perpétuellement à 10 minutes de la guerre civile. C'est pas pire. Bon, 10 minutes de la guerre civile, non, ça y est. Bon, par contre, la demi-heure, on ne sait pas, parce que toute l'histoire que je vais raconter ici est complètement lunaire, en fait. Mais c'est pas parce que c'est complètement débile que ça peut pas finir par avoir des vraies répercussions, quoi, sur tous les réseaux sociaux, dans le monde entier, peut-être. Parce que les États-Unis sont toujours hyper polarisés, et les histoires de censure supposée des conservateurs empoisonnent toujours le débat. Le rachat de Twitter par Elon, ça remet ça en cause, voilà, ça le remet sur le devant de la scène encore une fois. Mais avant ça, la Floride avait déjà essayé de passer une loi qui limitait le pouvoir de modération des réseaux sociaux, qui est pourtant assuré à la fois par la 230 et par le premier amendement. D'ailleurs, le Washington Post relaye que la cour d'appel du 11e circuit, j'invente rien, conclut qu'il est inconstitutionnel pour la Floride d'interdire aux réseaux sociaux de bannir un politicien. C'est compliqué de s'y retrouver quand même. C'est interdit d'interdire, voilà. Ouais, c'est une cour d'appel un peu. Double négation. C'est fabuleux. Et bon, pourtant, il y a un autre État très républicain, le Texas, qui lui a emboîté le pas à la Floride, fin 2021 en fait, donc en octobre. Il y a une loi qui a été votée, qui s'appelle la House Bill 20, ou HB20, ou HB20, voilà, pour les intimes, qui interdisait au gros réseau, je cite, de censurer un utilisateur basé sur son opinion ou celle d'une autre personne. Censurer étant défini comme bloquer, bannir, déplatformer, démonétiser, réduire la visibilité. Bon. Alors il y a des exceptions qui sont admises pour l'exploitation des enfants, contre le harcèlement sexuel, les contenus qui incitent explicitement à la violence contre certaines personnes, et la loi fédérale. Ce dernier point qui rend toute cette histoire complètement surréaliste d'ailleurs. Mais bon, prise au pied de la lettre, la HB20 va très loin. En fait, aucun message anti-vax, par exemple, ne peut être viré. Parce que c'est une opinion. Voilà, je ne vais pas mentionner que les États-Unis ont dépassé 1 million de morts officiellement attribués au coronavirus, je ne vais pas du tout le mentionner. C'est toi qui le dis. Absolument. Bon, si je dis que tu peux guérir du cancer en mangeant du chou bouilli, c'est une opinion, je veux dire. D'ailleurs, c'est toi qui le dis. C'est certainement pas plus con que le respirianisme. Tu connais le respirianisme? C'est quoi le respirianisme? Oh, ça va, je sens que ça va me plaire. J'ai des idées en tête, mais dis-moi, c'est quoi? C'est le fait de se guérir par la respiration? Non? C'est presque ça, c'est le fait de se nourrir en respirant par la respiration et par le soleil. Voilà. Donc alors, tu respires bien fort, tu es au soleil, tu peux ne plus manger du tout. Si, je te jure, tu peux aller voir. En tout cas, c'est leur opinion. Qu'est-ce qu'on se fait chier à se faire à manger alors? En même temps, je suis mauvaise langue. Le respirianisme, ça marche. C'est juste que ça marche pas très longtemps. Donc voilà, plus de désinformation, quoi, rien que des opinions. C'est des opinions, il y en a plein. Hein. Tiens, Numérama a dégoté il y a pas longtemps là, une pelletée de groupes Facebook homophobes qui prônent parfois des thérapies de conversion qui sont illégales en France. Hein. Du reste, Facebook, selon ses propres conditions d'utilisation, ne devrait pas tolérer ces pages. Les plateformes ont beaucoup de mal à appliquer leurs propres règles de modération, en fait. Hein. Bon, là au moins, il y aurait interdiction de le faire, donc ça résoudrait le problème, ce sera vraiment nickel. Mais bon, oui, vas-y. Non, ça me fait penser à, je suis passé il y a peu de temps, j'étais vraiment sur le cul, sur YouTube également, sur lequel il y a quand même des enjeux là-dessus. Est-ce que, j'ai vraiment pas envie de le citer, je me posais la question, est-ce que je devais le citer ou pas, mais il y a des mecs, écoute, je suis tombé sur un mec qui a
près de 600 000 abonnés quand même, hein, demi-million de personnes qui sont abonnées à sa chaîne YouTube, qui prône le fait de se guérir en ne consommant que des légumes crus, que des fruits et des légumes crus. Et il a une audience invraisemblable et bon, il y a eu pas mal d'activités contre lui et donc volonté de guérir de tout, j'imagine, c'est ça, tu te guéris évidemment, de tout, évidemment guérir évidemment. de tout et bon, même des choses qui bref, Okay. j'ai pas envie de trop en dire parce que ça lui ferait presque de la promotion, mais vraiment quand tu regardes les vidéos, tu te dis mais comment c'est possible qu'un truc comme ça soit encore en ligne sur une plateforme comme YouTube? Moi, ça m'interpelle énormément. Écoute, on va encore dire qu'on est contre la liberté d'expression, hein, je sais pas, mais oui, non, mais c'est vrai, le pire de tout, c'est que bon, ok, c'est les opinions, ça c'est sûr. Bon, en tous les cas, cette HB20 a été immédiatement attaquée, hein, parce que elle contrevient au premier amendement des plateformes elles-mêmes. Comme la loi floridienne d'ailleurs, qui a été bloquée en juin 2021, et qui donc là a été bloquée par le 11e circuit. Bon, donc elle a été attaquée, cette HB20, elle a été bloquée, mais contre toute attente, la cour d'appel du 5e circuit, je vous dis, j'invente rien, a annulé cette dernière décision, et la loi est redevenue d'actualité il y a 2 semaines. Alors ça va pas en rester là, il y a des douzaines d'associations, dont le FF, Wikimedia, le NetChoice, qui est un groupe fondé par les compagnies tech elles-mêmes, qui appellent carrément à la Cour suprême, et qui vont répliquer immédiatement. Bon, l'argument, c'est assez évident, hein, la modération, c'est un processus qui est normal et qui est nécessaire hein, pour rendre les plateformes plus sûres et moins toxiques. Parce que, comme on vient de le dire, évidemment, tout et n'importe quoi peut être qualifié d'opinion. Les opinions, c'est comme les avis et les trous du cul. Tout le monde en a un, comme disait Clint Eastwood. C'était dans la dernière cible. Tout le monde l'associe à 2 heures de perdu maintenant. C'est eux qui l'ont... cette réplique culte, c'est vraiment eux qui l'ont popularisé, mais c'était Clint Eastwood. Et bon, voilà, donc c'est quand même un gros dossier, hein, je veux dire, parce qu'une victoire finale du Texas, si elle devient moins probable après la décision du 11e circuit, c'est pas encore impossible en fait. Et ça ferait boule de neige, parce que la Floride est dessus, elle est sur les dents, mais il y a aussi 11 autres États derrière, qui attendent que ça, qui ont signé une lettre de soutien au Texas auprès de la Cour suprême. Et au final, si tous les Red States finissent par adopter ce genre de loi, ça pourrait avoir un impact qui est très lourd. Pourtant, il y a encore énormément de flou. Donc, je sais que c'est pas marrant, hein, mais bon, voilà, je suis sûr que vous avez tous vu passer la tuerie de Buffalo. Bien sûr, qui fait écho malheureusement à des situations dont on avait déjà parlé il y a de ça des années. D'ailleurs, je me rappelle plus quand avait eu lieu la tuerie de Christchurch, mais avec une réaction de 3 ans, voilà, avec une réaction quand même, on peut le dire peut-être de Twitch qui a pu quand même réagir vachement vite d'ailleurs par rapport à cette diffusion en ligne. Et évidemment, le problème étant d'avoir de la vidéo qui reste accessible sur plein d'autres plateformes malgré le fait que ça ait pu être stoppé par Twitch. Mais bon. Ouais, c'est vrai. À l'époque, on s'était beaucoup inquiété de la viralité de la vidéo. On s'était beaucoup interrogé sur l'efficacité des plateformes à l'éviter, à tout virer à temps, et la possibilité de le monitorer, les uploads pour éviter le live. 3 ans plus tard, il y a des moyens qui ont été mis en place quand même. Hein. Le live a été viré au bout de 2 minutes, et l'utilisateur banni immédiatement. Hyper réactif quand même. C'est quand même rapide. Quand on y réfléchit. Il faut reconnaître que c'est même rapide. Après, malheureusement, contrôler la circulation après coup, ça reste très difficile. Puisqu'après, elle a circulé sur Facebook, elle a circulé sur Streamable, où elle a été vue 3 millions de fois quand même. Bon, à l'époque, on se posait pas trop la question de savoir si on devait virer ce genre de vidéo ou pas. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, parce que si on s'en tient strictement au texte de la loi de HB20, là, Twitch n'aura peut-être pas eu le droit de la virer. Ni les autres plateformes d'ailleurs. C'est la violence graphique, évidemment, mais est-ce que ça rentre dans le cadre de ce qu'une plateforme peut virer? Alors, Mike Masnick, le mec de TechDirt, pointe que, durant la mise au point de la loi, il y a un amendement qui avait été proposé pour autoriser la modération de contenu faisant la promotion d'actes terroristes. Et tu le croiras si tu veux, cet amendement a été rejeté. C'est quand même fou. Donc la loi a aussi des exceptions, en particulier elle autorise à modérer selon la loi fédérale. Et d'ailleurs c'est là que ça part en vrille, donc on y revient. Quand il a tweeté, à propos du massacre de Buffalo, donc Mike Masnick, là, il a une réponse de Briscoe Cain. Et Briscoe Cain, c'est le principal auteur de la loi. Donc, selon lui, qu'est-ce qu'il en pense du coup, l'auteur de la loi? Selon lui, la loi autorise les plateformes à modérer selon la loi fédérale, y compris la section 230. Et là, Mike, il était sur le cul, parce qu'il comprend plus rien. Et moi non plus, et personne ne comprend plus rien en fait, parce que... Non mais, attends. Tous paumés. La loi 230, elle permet aux plateformes de virer ce qu'elles veulent, c'est ça qui est écrit dedans, de modérer à leur guise. Et donc Brian est explicitement en train de dire que sa loi ne sert strictement à rien. Donc lui, il a rien compris. Et les autres, non plus, parce que l'État du Texas a explicitement dit que la section 230, qui est une loi fédérale, ne préemptait pas la HB20,
qui est, dans le texte, préempté par les lois fédérales. Du reste, rien n'a de sens de toute façon, puisque la loi est inconstitutionnelle, puisqu'elle limite la liberté d'expression des lois privées. Or, justement, le premier amendement, c'est que le gouvernement n'a pas le droit de forcer quiconque à se taire. Donc Briscoe mentionne la 230, alors qu'en fait, il n'a même pas besoin. Donc tout ça est complètement délirant. Mais bon, ces mecs ont beau être un total bad trip, là, ils ont beau être en roue libre, ils sont quand même élus. Et moi, j'ai un peu peur quand même. En fait, j'ai même très peur des prochaines élections. Des midterms, des suivantes, de tout en fait. J'ai peur de tout. Mon pauvre Guillaume, tu vas te retrancher dans une grotte et tu vas te couper du monde numérique, peut-être. J'espère pas pour nos auditeurs de Tech Café. Et bah, peut-être pour couronner un petit peu cette rubrique, on se doit forcément de reparler de celui qui agite la manière dont on doit gérer le contenu en ligne, avec évidemment les positions d'Elon Musk. On peut pas ne pas faire un épisode de Tech Café sans donner un petit peu le pouls de ce sujet, parce que dans les dernières nouvelles, en plus, Elon Musk voulait un petit peu mettre en suspens, il veut mettre en suspens le rachat de Twitter parce que, dit-il, il y a bien trop de fake comptes, de comptes qui ne sont pas des vrais comptes Twitter. Et bah, du côté de Twitter, il lâche pas le morceau. Hein. Ce serait un petit peu dommage de passer à côté du gros chèque et peut-être de procéder à la vente une bonne fois pour toutes, Guillaume. Bon bah oui, écoute, il y a pas de ristourne dans l'horizon, hein, puisque le conseil d'administration de Twitter n'a aucune intention de changer le deal en aucune manière. Et donc en gros, hormis payer $1 milliard en cas de désistement, même il fait un caca nerveux avec les bots, ça va malheureusement, enfin ça malheureusement pour lui, rien changer quoi. Bon, mais justement d'ailleurs, puisqu'on parle d'Elon et de Twitter, indépendamment donc de toutes ces lois plus ou moins arbitres, même si on suppose que les réseaux ont le droit de modérer comme ils veulent. Ben justement, ça dépend de ce qu'ils veulent. Et par exemple, justement, on n'a pas du tout entendu Elon Musk sur cette histoire de Buffalo. On n'a pas entendu comment est-ce qu'il, tu vois, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il aurait fait lui, hein, concernant le massacre de Buffalo. Lui, il prétend, parce que lui, sa vision. Ouais, il veut refondre toute la modération de Twitter, qui est abusive à l'entendre. Est-ce qu'il aurait fait, il aurait fait quoi alors, tu vois, il l'aurait viré, il l'aurait pas viré, bon, mystère, il a absolument rien dit. Qu'est-ce qu'il aurait fait, la légende de la liberté? Parce que c'est comme ça maintenant que son ami Jair Bolsonaro l'appelle. Hein. Elon est allé au Brésil faire de la promo pour Starlink. Il est invité par le ministre des Télécoms. Et bon, ben voilà, donc il a vu Bolsonaro et tout, c'est devenu un pote. Et la légende, là, pour une fois, la légende ne s'exprime pas donc sur tous les sujets. Et bon, apparemment, elle va pas arriver à faire baisser le prix de Twitter non plus, hein, ni à annuler le deal. Mais bon, la légende, elle a d'autres soucis, hein, parce que l'action Tesla a perdu quand même 30%, ce qui fait quand même pas les affaires, mais c'est peut-être en rapport aussi avec, je sais pas, cette frilosité soudaine. Mais bon, il a aussi un scandale sexuel sur le dos, désormais. SpaceX aurait payé $250 000 à une hôtesse de l'air pour qu'elle taise le comportement inapproprié d'Elon pendant un massage lors d'un vol privé. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, je suis désolé. Mais bon, on a peu d'éléments, essentiellement c'est le témoignage d'une amie de la victime, donc prudence. Elon dément, de même que la présidente de SpaceX, hein, qui, je cite, est convaincue que c'est faux. Bon, ça, évidemment, on va pas se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'Elon quittera plus jamais l'actu, mais bon, quand on est une légende. Effectivement, on va pas rentrer dans les détails de ce type de sujet. Quand même, je pouvais pas m'empêcher de reprendre le tweet justement d'Elon Musk à ce sujet qui date d'aujourd'hui ou qui est tout récent, je sais plus, mais en tout cas qui dit si jamais une personne m'accuse de ça, elle a qu'à grosso modo décrire des parties de mon corps que les gens ne connaissent pas, des cicatrices, des tatouages, mais vous verrez qu'ils en seront pas capables parce que ils mentent. Bon, ça en dit long un petit peu sur le personnage pour lequel il y a des succès industriels assez indéniables et assez indiscutables, d'autres qui sont carrément survendus, mais le personnage est vraiment pour le coup particulier et bon, prenons ça avec d'énormes pincettes. On va pas en faire plus long. On va plutôt changer de rubrique et on va parler un petit peu de sécurité parce que l'actu ne nous déçoit jamais sur ce sujet. On va continuer à parler de ransomware. Guillaume, on va parler de Conti. Oui, et d'ailleurs, ça monte d'un cran pour les ransomware et pour Conti en particulier. Conti, c'est un malware qui est en fait qui est utilisé par plusieurs groupes et qui est développé par, j'allais presque dire par une boîte qui s'appelle Wizard Spider. Donc voilà, Wizard Spider. C'est une organisation russe et on présume que la plupart des utilisateurs de Conti d'ailleurs le sont aussi russes. Et depuis une bonne semaine, Conti, c'est le cauchemar du Costa Rica et de son nouveau président qui s'appelle Rodrigo Chavez.
Non seulement Conti a infecté 27 institutions du pays, en commençant par le ministère des Finances, mais il a aussi demandé 10 puis 20 millions de dollars de rançon, et en plus le départ de Chavez. Ils veulent carrément renverser le gouvernement costaricain. C'est quand même gonflé, hein, surtout qu'on se demande un peu pourquoi ils veulent ça. Les groupes de ransomware généralement sont intéressés par le fric, et puis voilà, c'est tout quoi. La rentabilité, c'est vraiment tout ce qui les intéresse. Donc ils affirment aussi avoir des complices dans le pays. Tout ça, c'est peut-être juste du bluff, hein, pour forcer la victime à payer. Pour le moment que le Costa Rica n'a rien donné, il refuse toujours. On verra comment ça tourne, hein. Mais ce que ça augure plus généralement, ça c'est quand même inquiétant, c'est que les attaques de ransomware risquent de se multiplier sur les instances gouvernementales de pays les plus pauvres. Parce que voilà, Conti prouve que les groupes n'ont absolument pas peur de s'attaquer à des gouvernements. Ils se disent que même si les pays peuvent payer moins, parce qu'ils sont moins riches, et ben ils courent moins de risques de représailles. Et ils comptent aussi sur des cyberdéfenses qui sont peut-être un peu moins à jour. Alors c'est cruel, évidemment, c'est super cruel, parce que les groupes de malware, ils ont besoin que d'une seule faille, une seule occasion, et c'est plié. Alors que de leur côté, les petits États, ils doivent être constamment au top, avec des moyens d'autant plus limités. Mais bon, la cruauté, ça fait partie du business dans le milieu, de toute façon, hein, ça c'est clair et net. D'ailleurs, il y a un rapport technique délectable de Prodaft qui synthétise ce qui a fuité sur Conti en février. On avait parlé des données qui avaient été exfiltrées de Conti par un hacker au début de la guerre d'Ukraine. Et donc, Prodaft donne plein d'informations sur Wizard Spider, justement, qui est probablement la plus grosse entreprise de ransomware, puisqu'elle est à l'origine de Conti, mais aussi de Ryuk et de Trickbot. À ce niveau-là, c'est une firme. C'est des professionnels, je veux dire, franchement, ce serait, voilà, ils sont multimillionnaires, hein, ils sont riches à millions. C'est une boîte, enfin oui, c'est vraiment une boîte, hein, qui administre des logiciels qui, eux, en rapportent des centaines de millions. Elle est tentaculaire, elle possède plein de sous-groupes, dont certains sont reliés à Revol ou à Qbot, par exemple. Et cette richesse, elle lui permet d'investir dans la recherche et développement, pour découvrir d'autres failles, donc d'autres 0D par exemple, ou fabriquer d'autres malwares, ou tout simplement en racheter des failles. C'est une vraie petite licorne du crime. Wizard, il offre une collection de services de qualité pour tous vos besoins en cyberattaque. Leur fais leur claim. Vous introduire dans le réseau d'une entreprise ou d'une institution, laissez-nous faire. Chez Wizard Spider, nous pouvons lancer des campagnes massives de spam et de phishing avec un énorme réseau de zombies, plus de 128 000 machines infectées. Une fois à l'intérieur, Wizard ne vous laissera pas tomber. Nous avons aussi une collection d'outils pour vous procurer les privilèges que vous méritez. Les clients premium pour avoir un accès admin quasi immédiat. N'oublions pas nos sympathiques clients avec de petits disques durs qui n'auraient pas assez de place pour toutes les juteuses données, hein, de vos victimes. Laissez-nous vous proposer nos propres serveurs de stockage, un véritable Dropbox pour gangsters. Rival l'a utilisé, ils étaient très satisfaits, ils ont laissé 4 étoiles. Finalement, au moment M, vous pourrez compter sur la qualité des outils Wizard Spiders pour déployer un ransomware dans les règles de l'art. Optez pour Conti. Conti n'a jamais déçu. Il chiffre proprement, il offre tous les services qu'on peut demander à un malware de haut niveau. Si vous avez besoin d'assistance téléphonique, aucun problème. Chez Wizard Spider, nous avons des équipes à votre disposition pour mettre des petits coups de pression à base d'intimidation téléphonique sur vos éventuelles victimes récalcitrantes. Nos opérateurs à grosse voix opèrent sur une infrastructure de voix sur IP maison pour appeler à toute heure du jour et surtout de la nuit. Enfin, chez Wizard Spider, nous savons qu'un challenge n'est qu'une opportunité déguisée. Nous avons des équipes spécialisées sur les serveurs virtualisés, nous sommes à l'affût de chaque innovation, nous avons été les premiers sur l'exploitation de Log4j. Pas question de se reposer sur nos lauriers. Pour votre prochaine cyberattaque, choisissez Wizard Spider. Nous faisons le mal et nous le faisons bien. Est-ce que c'est satisfait ou remboursé, à ton avis? À mon avis, certainement pas. Certainement pas. Écoute, on va continuer à parler. Tu le fais bien en tout cas, hein, à croire que tu pourrais te Est-ce que c'est un sponsor déguisé? Peut-être, on va savoir. Non, je vous promets que non. On va plutôt parler de quelques petites failles, hein, plus techniques pour le coup, qui ciblent des appareils bien spécifiques. En particulier en exploitant les technologies Bluetooth qui sont largement exploitées, Guillaume, pour notamment des voitures. Oui, d'ailleurs, t'as une Tesla, Guillaume. L'ouvres-tu avec ton téléphone? Absolument pas. Mais par contre, je pense que la technologie est aussi Bluetooth, mais j'ai les petites clés en fait qui permettent quand je m'approche qu'elle se déverrouille. Donc je pense que ça fait comme le téléphone, mais c'est juste pas mon téléphone. Ouais, il y a une fonction qui permet d'ouvrir une voiture quand tu t'en rapproches, hein, ça marche par Bluetooth effectivement. Quand le téléphone est à portée, la clé qui est stockée dans l'appareil est lue et la porte s'ouvre. Donc ce système qui est pas utilisé par Tesla du tout, hein, c'est pas non plus utilisé que pour des voitures. Bon, il y a des serrures connectées qui peuvent fonctionner comme ça aussi, voire des PC qui peuvent se verrouiller quand le portable, donc supposément toi-même, il est trop loin, donc quand il est trop loin, ça se verrouille. Pourtant, il est possible de faire croire à la voiture, disons la voiture, hein, pour fixer les idées, que le téléphone est tout près, alors qu'il est à l'autre bout du monde, potentiellement. Magie.
Et oui, concrètement, il se peut que tu sois au restaurant et que quelqu'un puisse tout de même ouvrir ta voiture sur le parking. Et le principe, il n'est pas très compliqué, c'est celui du relais, en fait, tout simplement. Il faut 2 relais. Il y a un relais qui doit être près de toi et un autre qui doit être près de la voiture. La distance entre les 2 relais n'a aucune importance, tant qu'ils ont une connexion Internet, évidemment. Le relais près de la voiture lui envoie une requête d'ouverture à la voiture. Donc la voiture, voilà, Tesla par exemple, répond avec une requête d'authentification qui est envoyée par Internet au relais numéro 2, qui lui est près de toi. Ce relais demande l'authentification de la voiture à laquelle le portable répond automatiquement, et la renvoie tout simplement par Internet, il la renvoie au premier relais, voilà, qui la donne à la voiture s'ouvre, et voilà, oui, bienvenue. Alors, le chercheur auteur sorte de VPN de Bluetooth, quoi, quelque part. C'est ça, le Bluetooth n'a pas conscience, en fait, le système n'a pas conscience qu'il y a une distance, en fait, entre les 2 trucs. Alors, le chercheur auteur de cette attaque utilise en plus une couche de très bas niveau du Bluetooth Low Energy, qui se situe au niveau de la puce radio elle-même, ce qui fait qu'en fait, toute contre-mesure logicielle au niveau du téléphone ne marchera pas. Donc, son système nécessite peu de matériel, hein. Il a démontré son fonctionnement sur des modèles 3, sur des modèles Y, sur des serrures Kevo, mais ce sont juste des exemples parmi une multitude de possibilités en fait. Hein. Et surtout, c'est une vulnérabilité qui ne peut pas être patchée. Bon, mais finalement, à bien y réfléchir, c'est pas vraiment une vulnérabilité. Parce que Bluetooth Low Energy, ça n'a jamais été conçu comme un moyen d'authentification. On l'utilise comme un trousseau de clés désormais, mais c'est pas ça, hein, c'est un protocole de communication à la base, c'est comme ça que ça a été pensé. Donc, c'est pas si étonnant que ce soit pas très sûr dans le contexte de l'authentification. Donc, il y a des possibilités quand même de se prémunir de ces attaques, mais elles impliqueront plus de friction dans l'usage. Le plus simple, par exemple, c'est de demander une confirmation. Voire, tu vois, tu t'approches, elle te demande un code. Donc, tu fais un code PIN, par exemple, et puis voilà. Mais, du coup, c'est moins pratique. C'est moins pratique, mais c'est plus sûr. Il me semblait, et j'espère que nos échanges qu'on a eus avant l'enregistrement ces derniers jours n'ont pas altéré ton conducteur, Guillaume, mais on avait relayé dans l'épisode que j'avais enregistré avec Manu Castejon de Frandroid, le fait que justement l'alliance Fido réfléchissait à des dispositifs sans mot de passe, et il semblerait justement que il s'appuyait sur le Bluetooth, alors non pas pour l'authentification, mais pour vérifier la proximité d'un appareil. Ça remet un petit peu à mal ce type de stratégie, finalement, la démonstration que tu as décrite, non ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut repenser ce genre de truc. Fido, c'est plein de trucs. Hein. Fido, c'est aussi beaucoup de la... voilà, c'est possible. Des méthodes d'authentification qui sont assez variées, mais qui passent pas par un mot de passe, en fait, que tu dois retenir. Voilà, on pourra en reparler. De toute façon, il y a pas mal de trucs en ce moment là-dessus, effectivement. Bon, voilà, on pourra en reparler de manière dédiée. À l'occasion, peut-être un épisode dédié, mais seulement si vous nous le demandez fortement. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va en profiter pour clôturer cette rubrique, parce que spécifiquement chez nous, là en France, on a Doctolib. Tu veux pas parler des iPhones ? Oh pardon, excuse-moi, je l'ai complètement... Ah, tu vois, c'est mon côté fanboy qui a voulu protéger cette marque des différentes altérations qu'on pourrait en faire. Écoute, c'est vrai. Je reviens sur ce que je viens de dire. Parlons effectivement des iPhones, Guillaume. Oui, je vais encore me faire mal voir. Non, mais pas tant que ça en fait, hein, honnêtement. C'est intéressant en fait. Plus que voilà, c'est le but, c'est pas de dire les iPhones c'est caca, ça n'a absolument rien à voir. Mais disons que c'est une deuxième faille, une faiblesse, on va dire, qui a trait au Bluetooth et qui cette fois a été exploitée sur iPhone. Mais elle est vraiment intéressante parce que la puce Bluetooth de l'iPhone, en fait, elle n'a pas de mécanisme pour signer ou chiffrer son firmware. Donc en fait, il est possible de le modifier pour, par exemple, pister le téléphone ou éventuellement pour d'autres joyeusetés, hein, on va le voir favori. Mais surtout, le bonus assez étonnant de cette méthode, c'est que le malware fonctionne même quand le téléphone est éteint. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous éteignez un iPhone, le système Bluetooth reste actif. C'est lui qui permet la localisation via Find My Phone. Il y a aussi le NFC, l'ultra wideband d'ailleurs, qui reste actif. D'ailleurs, je me demandais combien de temps au passage. 24 heures. Ah, d'accord. Okay. Je crois que c'est 24 J'imaginais heures. Que c'était beaucoup plus, mais ok. Alors peut-être que ça... C'est déjà pas mal. Hein. Alors 24 heures quand il n'y a plus du tout d'énergie, donc peut-être que c'est plus quand tu l'éteins intentionnellement et que voilà, mais bon. Okay. Disons que pour te permettre par exemple de payer ou d'ouvrir des trucs, tu sais que ça peut servir de clé, quoi, de trousseau de clés, donc même quand le téléphone est éteint ou avec batterie vide, tu peux quand même continuer à utiliser les fonctionnalités, même si le téléphone est éteint. Donc, ces puces ont accès à des données sensibles, qui donc sont emportées d'un firmware manipulé. C'est un mode qui s'appelle le LPM, le Low Power Mode, et qui peut durer 24 heures après la mise hors tension. Et bon, même s'il n'y a plus de batterie, ça peut quand même durer 24 heures, même s'il n'y a plus de batterie.
Et c'est grâce à ce mode qu'un malware peut continuer à fonctionner dans le sous-système Bluetooth, même quand le téléphone est éteint. D'ailleurs, l'utilisateur n'a pas moyen d'éteindre ce système-là. Il n'a pas moyen d'éteindre plus le téléphone quand il a déjà éteint, quoi. Tu vois, donc c'est pas désactivable. Le LPM n'est pas documenté du tout, donc les chercheurs allemands ont dû faire du reverse engineering, et c'est les premiers à avoir décortiqué ces trucs, et à avoir découvert de nouvelles possibilités d'exploitation, en fait. Donc le but, évidemment, toujours là encore, c'est de simplifier la vie, mais ça rajoute aussi une couche de complexité qui est toujours plus d'occasion de merder, tout simplement. Donc Apple va très certainement durcir son système de puces Bluetooth bientôt. Après, voilà, vous aurez toujours un sous-système impossible à éteindre qui pourra peut-être propulser un malware super malin et super furtif. Faut jamais sous-estimer les hackers, jamais. Gardons toujours à l'esprit les prouesses de NSO Group et leur multitude de clients d'ailleurs. Ouais, même si pour en revenir à l'attaque de tunnels de Bluetooth, comme tu le décrivais tout à l'heure, ça demande quand même des conditions bien spécifiques pour être mis en œuvre. Tout ça demande des ressources. Mais effectivement, ne sous-estimons pas les ressources qui peuvent être mises en œuvre. Pour le coup, cette histoire de tunnel de Bluetooth, au contraire, ça me paraît vraiment facile à implémenter, quoi. Il faut du matos. Oui, facile à implémenter, mais il faut une présence physique, c'est ça que je veux dire. Ah oui, mais tu peux très bien larguer un truc. C'est-à-dire, tu fous un relais dans le buisson. Non, mais tu vois, tu fous un relais Bluetooth dans les buissons, là, avec une petite batterie, tu te casses, et toi, tu vas au truc, ou tu vois, ou l'inverse, tu mets un truc un peu caché, là où le mec, il est dans le resto, je sais pas. Ou alors juste un complice, quoi, tu vois, je sais pas, moi, ça me paraît assez facile à utiliser, honnêtement. Ouais, pas très compliqué. Bon, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je garde toujours en tête le fait que quand il y a besoin d'une intervention physique, c'est forcément pas la même portée. Mais oui, t'as raison, sur la mise en œuvre, c'est indéniablement facile. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle va être la suite sur cette histoire. Est-ce que on a la possibilité de patcher le protocole Bluetooth pour faire en sorte que ce soit pas si facile que ça? En fait, je vois pas trop comment on peut intervenir. Ouais, je te dis, mis à part rajouter des codes, des couches qui sont un peu chiantes, mais plus sécure, je vois pas. Bon, on verra, mais le Bluetooth, gardez-le à l'esprit, et peut-être pas forcément le dispositif qui vous garantit la plus grande sécurité. Vous serez prévenus, et au passage, on va donc clôturer cette rubrique pour de bon cette fois-ci avec Doctolib, qui a été l'objet de pas mal de polémiques, des polémiques autour du chiffrement des données, Guillaume. Alors, Doctolib, qu'est-ce qu'ils font? Ils chiffrent nos données, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, c'est effectivement, on parlait d'équilibre entre sécurité et voilà le conflit entre l'aspect pratique et la sécurité, quoi. Et c'est une question que se pose Doctolib aussi. Il s'est fait épingler par Radio France parce qu'il ne chiffrait pas les rendez-vous médicaux des patients, alors que d'autre part, sur son site, il affirme que toutes les données sont chiffrées. Donc apparemment, Doctolib différencie les données de santé qui sont chiffrées de bout en bout et les rendez-vous médicaux qui ne le sont pas. Et pour des raisons pratiques, justement. Par exemple, Doctolib envoie des rappels quand le rendez-vous approche. Et pour ça, il faut bien qu'ils connaissent les informations pour savoir quand vous envoyez le rappel. Donc ces infos peuvent pas être chiffrées sur leur serveur. Toutes ces données sont chiffrées quand elles sont en transit. Les données de santé sont aussi chiffrées sur le serveur. Les données de rendez-vous sont stockées en clair. Pourtant, c'est évident qu'un rendez-vous médical, c'est une donnée de santé sensible. Une visite chez un spécialiste, ça peut en dire très très long sur toi. Donc, comment faire? En pratique, c'est quand même, c'est quand même pratique le rappel. Je veux dire, je pense que j'aurais raté pas mal de rendez-vous sans un rappel. Tu m'étonnes. Surtout au dentiste. Je sais pas pourquoi, j'oublie très facilement le dentiste. Comment faire sans des infos, comment faire sans que des infos sensibles se retrouvent en clair à des serveurs distants? Ils se retrouvent du coup, aussi potentiellement un jour à vendre à 1€ la douzaine sur le dark web. Bon. C'est pas impossible, il faudrait que l'application Doctolib gère tout en local par exemple. Mais bon, ça pourrait poser des problèmes sur certains téléphones, ou des téléphones pas intelligents déjà pour commencer. Alors que le SMS c'est vraiment totalement universel. Donc il n'y a pas de solution simple pour trouver un équilibre entre confort et sécurité, et puis ça dépend des gens en plus. Donc voilà, je pense que donner le choix, sans doute c'est un bon début. Après, il faut qu'il y ait un vrai choix, quoi. D'ailleurs, Doctolib, ça commence à être vraiment, vraiment très très répandu. Est-ce que tu peux ne pas utiliser Doctolib? J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile, non? Il me semblait qu'il y avait d'autres services que Doctolib, mais en fait ça dépend tellement de ton praticien. C'est-à-dire que si le praticien est sur Doctolib, t'as pas le choix d'aller sur Doctolib, sauf à ce que tu veuilles appeler. Mais qui appelle aujourd'hui? Qui a le temps d'appeler aujourd'hui pour prendre rendez-vous? Moi ça m'est arrivé. J'en ai aussi. Mon ophtalmo, tu ne peux plus prendre rendez-vous avec lui autrement que par Doctolib, effectivement. Il me semble qu'il y a d'autres services pour le coup. J'ai pas forcément en tête. Ce que je trouvais intéressant dans l'article
article de Numérama qui relayait un petit peu le sujet et que vous avez dans les notes de l'épisode, comme tous les sujets, hein, vous le savez, qu'on aborde dans Tech Café. C'était quand même la conclusion autour de la communication. C'est finalement pourquoi prétendre que tout est chiffré si jamais les données de rendez-vous ne sont pas chiffrées. Bon, on peut comprendre aussi qu'il y ait un peu plus de facilité à communiquer, que tout est chiffré et que voilà, les rendez-vous sont pas considérés comme une donnée, probablement à tort. Je pense que ça marche aussi beaucoup avec des éléments de communication qui pourraient être revus. Sur cet équilibre de sécurité et de praticité, c'est aussi un élément qu'on peut remettre au goût du jour pour Telegram. Hein. Tu sais, on parle assez souvent de Telegram, qui est une application de messagerie qui n'offre pas le chiffrement de bout en bout par défaut sur les conversations. Alors, ils le proposent, mais il faut l'activer spécifiquement. Et eux se défendent de ne pas l'activer parce qu'ils ne veulent pas, par défaut, parce qu'ils ne veulent pas dégrader un certain nombre de fonctionnalités. Et c'est aussi ce qui fait leur force par rapport à d'autres services de messagerie, c'est la facilité et les fonctionnalités qui sont parfois un peu plus sympa, un peu plus avancé. Encore faudrait-il peut-être, là aussi, communiquer sur le sujet et puis revoir les priorités par défaut. Est-ce que par défaut, tu veux une application qui envoie des confettis quand t'envoies des messages, je caricature, ou est-ce que tu veux avant tout que ce soit chiffré? Vraiment, moi, j'ai pas de parti pris, mais ça mériterait d'apporter plus de pédagogie de la part de ces services, en tout cas. On va se reposer, Guillaume. On va conclure cet épisode avec des sujets, je n'en doute pas, forcément un peu plus légers, quoique on va parler de jeux vidéo, à commencer par, là encore, l'actualité très chaude autour des rachats, des acquisitions de licences. Tu vas nous reparler encore de Legacy of Kain. Oh, Guillaume, je suis tout émoustillé. Mais oui, mais c'est exactement ça. Donc Embracer qui a racheté, donc Crystal Dynamics et Eidos Montréal, hein. Bon, c'est apparemment un gros coup. Le PDG de Saber dit même que c'est le vol du siècle, carrément. que c'est vraiment, enfin, voilà, que c'est très très bien. En tout cas, ça a reçu beaucoup de retours positifs cette acquisition. Et du coup, le mec de Crystal, enfin le mec d'Embracer, il a dit bon écoute, voilà, on a une bonne réponse, on a une réponse massive. Nous, on voit un grand potentiel, non seulement dans les suites, mais aussi dans les remakes, les remasters, les spin-offs, ainsi que les projets transmédia. Et des films. Ça veut dire effectivement qu'il est tout à fait vraisemblable de retrouver des vieux trucs comme Thief ou Legacy of Kain par exemple. Donc c'est des trucs qui peuvent avoir été en sommeil depuis très longtemps. Legacy of Kain, je sais pas, ça fait au moins 20 ans non, qu'il n'y a plus sorti un jeu là-dessus. Soul River, c'était, je sais pas, sur PlayStation, ou ouais, ça doit être au début 2000 quoi. Donc ça fait vraiment un moment. Et donc oui, voilà, Vif et Deus Ex aussi, peut-être Deus Ex vont revenir. Donc ils ont des projets là-dessus, ils ont des projets transmédia. Le projet transmédia, ça peut être effectivement, on pense évidemment aux films, puisqu'il y a les films Tomb Raider, tout ça, qu'on connaît bien. Après, il est aussi possible... Les trucs avec Alicia Vikander sont pas mal, j'ai l'impression. Okay. Bon, pas... après, c'est... Okay. Donc, ouais, je trouvais que c'était pas trop mal. Mais bon, voilà, en tous les cas, ça pourrait être des films, mais ça pourrait aussi être d'autres trucs, ça pourrait même être des jeux de plateau, parce que Embracer a aussi acquis Asmodee, qui crée des jeux de société, hein, des jeux de cartes, et donc pourquoi pas aussi éventuellement voir des déclinaisons de licences de jeux vidéo en jeux de société, jeux de cartes, RPG sur table, ou ce genre de trucs. Donc il y a pas mal de trucs qui peuvent se préparer, et finalement, je dis c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi, cette revente. Tant mieux, plus il y a d'offres sur ces domaines-là, mieux on se porte, je pense. EA, Guillaume, qui a des discussions pour se vendre à plein de monde, hein, des discussions avec plein de monde. Écoute, apparemment, le PDG de Wilson, donc Wilson, le PDG d'Electronic Arts, là, il a eu des discussions avec plein de gens pour se faire racheter. Il cherche à se faire racheter à toute force. Donc Disney, Apple, Amazon, voilà, mais aussi NBC Universal d'ailleurs. Apparemment, c'est l'accord avec NBC Universal qui aurait eu le plus de chances d'aboutir, mais bon, même si apparemment ça n'a pas abouti. Le PDG de Comcast, Brian Roberts, en fait, cherchait à scinder le conglomérat et en une entité distincte avec EA. Donc voilà, apparemment ça a échoué en raison du prix. Bon, je suppose que EA, ça doit être assez cher, évidemment. Bon. Donc, Electronic Arts ne commente pas les rumeurs, je cite. Cela dit, apparemment, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher à toute force un repreneur. Est-ce qu'ils se sentent en danger parce qu'ils ont perdu l'exclusivité Disney Star Wars, par exemple ? Et ça fait 10 ans ils ont fait pendant 10 ans des jeux vidéo FIFA, peut-être même plus, et bon là ça y est, l'accord d'exclusivité avec FIFA est parti aussi, je sais pas exactement, c'est juste c'est la période des consolidations, hein.
Donc, Electronic Arts aussi cherche à trouver un repreneur qui a des épaules solides, probablement parce que voilà, il imagine qu'Activision maintenant avec Microsoft c'est devenu un rival beaucoup plus puissant, beaucoup plus dangereux, je sais pas, en tous les cas. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Après, aucune idée du prix, mais je serais curieux de savoir. Sans doute très cher, il nous faudra beaucoup plus de soutien sur Patreon pour envisager de discuter avec EA, et au fond, est-ce qu'on aurait vraiment envie de les racheter? Je suis pas sûr, mais on va conclure à la fois cette rubrique jeux vidéo et puis cet épisode de Tech Café pour parler d'une plateforme de vidéo qui voudrait se lancer dans le jeu vidéo, et non, je ne parle pas de Netflix, Guillaume. Eh ben non, c'est TikTok qui, ça y est, veut se lancer dans le jeu vidéo, donc... elle fait du partage de vidéos, elle veut faire aussi du stream de vidéos, il y avait des gens pour en jouer au même jeu, etc. Donc en fait, il y aura des jeux. Alors, dans un premier temps, ce sont des jeux HTML5, des mini-jeux plutôt, et après, évidemment, elle a des ambitions d'aller plus loin, plus tard. Pour l'instant, ça va surtout se passer au Vietnam, apparemment. Donc ils ont des partenariats avec Zynga, j'ai l'impression, pour commencer à proposer des jeux vidéo. Alors, ByteDance n'a pas répondu à la demande de commentaires, comme c'est souvent le cas, mais il faut voir que ByteDance, en fait, qui a TikTok, ils ont aussi, avant c'était Douyin. Douyin, c'est le TikTok chinois, en fait, c'est la version originale de TikTok, en quelque sorte. Et sur Douyin, tu peux déjà jouer à des jeux depuis 2019. Donc c'est pas extrêmement étonnant que TikTok compte te proposer des jeux, et aussi probablement des publicités dans les jeux, et tout ça, et voilà, ça y est, c'est parti. C'est marrant quand même, hein, ce besoin d'aller explorer le jeu vidéo, le divertissement vidéoludique comme étant un relais pour plein de plateformes et plein de services. Bah écoute, top, on verra si demain on a des jeux sur TikTok comme il y en a sur la version chinoise. On ne manquera pas d'en parler, mais en attendant, on va clôturer cet épisode, évidemment en vous remerciant de nous avoir écoutés. On espère que vous avez été informés, que vous avez été divertis, que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné envie, alors d'une part de vous abonner à Tech Café si jamais vous n'êtes pas déjà abonné au podcast, c'est super facile, hein, vous allez sur... en fait le plus simple peut-être même c'est d'aller sur techcafé.fr, vous avez tous les liens vers plein de plateformes différentes, Spotify, etc. Et vous pouvez vous abonner hyper facilement. C'est gratuit, évidemment. Vous recevez tous les nouveaux épisodes dès qu'ils sont diffusés directement dans votre app sur votre smartphone. Et puis, si jamais vous nous écoutez depuis un moment, que vous avez déjà déposé votre avis sur Apple Podcast, même peut-être sur Podcast Addict, vous avez interagi avec nous dans les commentaires sur Tech Café, vous avez rejoint le serveur Discord, qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, le mieux est de venir nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. On vous remercie énormément de l'envisager. Guillaume, est-ce que pour conclure cet épisode, tu vas pouvoir enfin nous dire où on va pouvoir te retrouver sur Internet? J'en suis sûr. Oui, c'est le service relations publiques de Wizard Spider. Ah non, pardon. On t'a démasqué, c'est toi qui es derrière le SAV. Merci Guillaume pour la préparation de cet épisode, pour les chroniques. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur Twitter, Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.